Il est 8h52, les grands débats du matin, ce matin avec Alexis Poulain et Philippe Bilger. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur cette question. Justement, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français de Syrie? Pour l'instant, vous dites non à 84%, avec Villeneuve qui nous dit qu'ils ont combattu pour un État avec lequel nous étions en guerre. La seule issue consiste à les déchoir de la nationalité française. Ça va peut-être un petit peu loin. En attendant, vos appels au 0826 300 300 avec Simone qui nous appelle de Castelsarrasin. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Bonjour à vous tous. Oui, effectivement, attendez, qu'est-ce qu'on va s'embarrasser avec des gosses et des gens qui ne peuvent pas supporter la France. Ils sont partis pour nous combattre. Alors je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites c'est un peu fort. Non, il faut les déchoir de la nationalité, comme ça on n'a plus d'obligation. Si la nationalité française donne une obligation au gouvernement de les rapatrier, il faut les déchoir, c'est tout. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont combattu contre la France, on les déchoit. Voilà. On va pas faire revenir les gens, les surveiller, il y a une quantité d'enfants qui peuvent pas supporter notre pays. Et vous voulez en rajouter encore un paquet? C'est bon, quoi. Et ce qui aussi, moi, me choque énormément, c'est que le gouvernement prenne des décisions qui sont quand même gravissimes pour le pays. Voilà, ils décident. À qui ils ont demandé? 82% des gens, 84% ne sont pas d'accord. Simone, restez avec nous, on va faire réagir Philippe Bilger et Alexis Poulain. Philippe Bilger, Simone a parlé d'un mot qui avait fait scandale après les attentats de 2015. C'est François Hollande qui voulait la faire, la déchéance de nationalité. Est-ce que ce serait une solution? Le problème, c'est que s'ils n'ont qu'une seule nationalité, on ne peut pas faire de déchéance. C'est ça le problème. Et d'autre part, sur ce sujet, en définitive, très douloureux, j'avoue que je n'ai pas un parti qui est fait. J'avoue que je change au regard d'argumentations intelligentes qui sont souvent développées. Je peux comprendre le point de vue de Simone, mais je crois qu'il ne faut pas, comment dirais-je, appréhender tout cela de manière, et je le dis sans aucun mépris, de manière parfois un peu simpliste. Il y a des problèmes douloureux, je peux comprendre qu'on ne les souhaite pas, mais il y a en même temps des problèmes humains qui se posent pour les enfants. J'attends véritablement d'avoir sur ce sujet quelque chose qui nous permet véritablement d'éclairer notre lanterne de citoyens et en même temps de personnes évidemment soucieuses de la sécurité de notre pays. Alexis Poulain. Oui, c'est au cas par cas, évidemment, et dans ces cas de rapatriement de djihadistes... Ce que la France avait fait, cas par cas, oui, bien sûr, avant de les rapatrier. C'est surtout les grands-parents qui demandent au rapatriement pour pouvoir s'occuper des petits-enfants, les déradicaliser, pour autant que cette procédure fonctionne. Et c'est sûr que derrière, il y a un vide juridique, et la déchéance de nationalité, c'est bien tout ce problème. C'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes déchu d'une nationalité, si vous n'avez plus de nationalité. Enfin, il y avait tout un problème dans cette rapidité. Après, la question de la réponse juridique aussi, la justice par rapport à ces combattants de l'intérieur, à ces traîtres à la patrie. Est-ce qu'on a une justice adaptée pour ce genre de crimes? C'est la vraie question. Et si on les rapatrie, est-ce qu'ils seront jugés à la hauteur de leurs crimes? Voilà la vraie question. Mais alors justement, on n'a pas de solution miracle. La déchéance de nationalité, c'est impossible pour ceux qui n'ont qu'une seule nationalité. Ouais. Philippe Bilger, les enfants, on va s'en occuper, mais est-ce qu'on peut considérer des enfants qui ont 3 ans comme parce que c'est pas les enfants, c'est les mineurs, comme des mineurs qui ont 15, 16, 17 ans? Je le rappelais tout à l'heure, j'avais vu une émission envoyée spéciale où on voyait un gamin qui était endoctriné, qui devait avoir peut-être 10 ans, 11 ans, par l'État islamique. On lui montrait la vidéo du pilote de chasse jordanien brûlé vif et il disait « Je regrette de ne pas avoir pu le faire moi-même ». Que va-t-on faire de ceux, peut-être pas qui ont 3-4 ans, mais 15, 16, 17 ans? Ça pose question, non? Mais absolument, Philippe, mais justement c'est là la difficulté. Autant je peux comprendre que on effectue le rapatriement de petits enfants qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir été influencés ou gangrenés par des influences terriblement délétères, autant évidemment il est plus difficile de faire revenir des jeunes gens qui à l'évidence sont déjà marqués
et peuvent n'avoir qu'une envie, c'est de continuer en France un combat choquant qu'ils ont commencé là-bas sous des influences totalement choquantes. C'est ce que vous dites très bien et vous montrez très bien en réalité le partage à accomplir, mais ça, je veux dire, l'équilibre qu'on souhaite est justement très difficile à instaurer. Alexis Poulain, la quadrature du cercle, l'équilibre qu'on cherche ? Évidemment, oui, c'est cet équilibre-là. Et la justice, en l'occurrence, alors après, on peut faire confiance à la justice d'autres pays, puisque certains sont déjà aux mains de la justice syrienne, irakienne ou turque. Mais dire, est-ce qu'on doit les juger ici sur le territoire national, et quelles vont être les charges retenues, et comment faire l'enquête à ce moment-là de ce qui a été fait en Syrie ou en Irak lors du califat. Merci en tout cas Simone Castel-Sarrazin d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0826 300 300 et on va revenir sur cette grève à la SNCF juste après le journal de 9h et puis peut-être cette motion de censure déposée par la NUPES contre le gouvernement avec le RN qui ne votera pas cette motion de censure. Dites-nous ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous attendez justement de cette politique, en tout cas ce discours de politique générale attendu à l'Assemblée nationale d'Elisabeth Borne. On vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite. Il est 9h07, tout de suite Eric Revel. Hello, famous Eric Revel, comment ça va? Bonjour Cécile, ça va? Bonjour le nom de Cécile, good morning Eric Revel. Good morning. Alors, Elisabeth Borne prononce cet après-midi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. La première ministre joue politiquement gros, non Eric? Oui, alors ça vous a pas échappé, on en parle depuis ce matin sur Sud Radio, ce fameux discours de politique générale. La première ministre va devoir, comme on dit, imprimer sa marque dans un contexte politique très particulier, très difficile. Une majorité, introuvable, on ne cesse de le répéter, mais il faut le redire à l'Assemblée nationale, puis surtout une crise sociale qui commence à prendre un peu partout, avec des grèves qui prennent de l'ampleur, notamment dans le secteur des transports. Donc un discours de politique générale pour Elisabeth Borne avec un nouveau gouvernement qui, dès sa constitution, je le disais hier, manque de souffle, ce gouvernement. Un gouvernement qui manque aussi d'un logiciel programmatique et idéologique. On s'attend plutôt à ce qu'Elisabeth Borne parle de sa méthode de travail plutôt qu'elle déroule des actions de son gouvernement. Alors la NUPES a déjà déposé une motion de censure, mais cette motion de censure ne renversera pas le gouvernement Borne, Eric. Non, bien sûr. La NUPES votera sa motion de censure, mais ni le Rassemblement national, ni les Républicains d'ailleurs ne s'associeront à ce vote. Donc Elisabeth Borne et son gouvernement ne seront pas censurés, ne seront pas renversés. Et pourtant, au-delà du manque de cap politique que je soulignais, la Première ministre jouit dans les sondages auprès des Français d'une image, disons, très contrastée. Il apparaît dans ses enquêtes d'opinion qu'Elisabeth Borne manque de dynamisme et de charisme. Ça va pas vous surprendre. Donc si je résume, voici le locataire de Matignon fragile, à la tête d'un gouvernement sans cap, avec un président de la République qui ouvre son quinquennat sans vision claire pour le pays, et qui va pourtant passer l'épreuve du feu, qui va passer l'épreuve de la motion de censure. Alors pourquoi, avec tous ces manques, le gouvernement Borne restera-t-il en place ? D'abord, il faut être honnête, attendons 15 heures vraiment aujourd'hui de voir ce que contient le discours de politique générale de la Première ministre. Après tout, on peut trouver aussi incongru que la NUPES propose de la censurer avant de connaître le contenu de son discours. Mais le véritable test, en réalité, et c'est là où les oppositions attendent sans doute Elisabeth Borne, ce sera bien sûr la loi sur le pouvoir d'achat, présentée d'ailleurs en Conseil des ministres aujourd'hui. Alors, cette loi, on le sait, pour l'instant, elle ne contient ni SMIC à 1 500 €, ni baisse de la TVA sur l'essence, comme le souhaitent respectivement la gauche unie ou la droite radicale. Donc qui votera cette loi en l'état à l'Assemblée nationale courant juillet? On peut se poser la question, puis on peut aussi se demander s'il n'y a pas une sorte de piège pour les oppositions à voter contre un texte qui redonnera de toute façon du pouvoir d'achat aux Français. Je vous rappelle que ce projet, il comporte une augmentation des minima sociaux, une hausse des retraites, une augmentation du point d'indice des fonctionnaires, et puis aussi le fameux chèque énergie, donc le surcroît de pouvoir d'achat pour les Français qui en ont besoin, c'est essentiel comment les groupes de l'opposition vont voter. Au passage, ça va coûter 20 à 25 milliards d'euros, c'est pas rien. Donc oui, le véritable test politique pour le gouvernement Borne, il arrivera avec le vote du projet de loi sur le pouvoir d'achat, et là évidemment, piège ou pas piège, les groupes parlementaires à l'Assemblée devront prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup Eric Revel.
Vous voulez réagir sur la chronique d'Éric Revel, 0826 300 300. Et on va parler justement de cette motion de censure. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, c'est une de nos questions, le RN ne votera pas la motion de censure, comprenez-vous ce choix? Est-ce que, on a écouté Daniel Obono avec Patrick Roger il y a un peu moins d'une heure, est-ce que quelque part, la France insoumise, la NUPES, comme elle va voter comme un seul homme ou comme une seule femme pour respecter la parité, la motion de censure, ne fait pas un cadeau au RN qui, en ne la votant pas, va se crédibiliser et surtout montrer qu'il n'est pas dans l'opposition systématique? Vous avez raison, Philippe, sur le point que vous venez d'évoquer, mais si je peux, et non pas contredire, bien sûr, mais infléchir un tout petit peu ce qu'a dit l'excellent Éric Revel, le président de la République s'est permis de distinguer dans l'Assemblée nationale les partis de gouvernement et les autres. Et pourtant, imaginons, on aurait pu faire une politique du pire et on aurait pu coaguler la NUPES, les LR, le Rassemblement national, et évidemment le gouvernement aurait été très mal en point avec cette motion de censure qui aurait pu être votée. Donc il y a un élément de responsabilité qui existe et les partis de gouvernement sont peut-être plus larges que ceux qu'a bien voulu nommer le président de la République. Mais votre point est tout à fait exact parce que l'abstention du Rassemblement national va d'une certaine manière constituer un petit poison dans le jardin du gouvernement parce que, vous l'avez très bien énoncé, ça montrera que le RN n'est pas prêt à tout et notamment pas une politique du pire. Et le gouvernement, semble-t-il, a une crainte permanente, c'est de se retrouver dans une attitude d'ambiguïté qui lui serait reprochée à l'égard du Rassemblement national. Il ne parvient pas à décider si celui-ci a des députés ou si en réalité il faut continuer à le combattre comme on le faisait auparavant. Alexis Poulain. Mais je trouve qu'il n'y a pas de crise institutionnelle. En réalité, c'est un équilibre des pouvoirs et c'est plutôt sain de se rendre compte qu'il y a des oppositions et qu'elles fonctionnent. Alors après, qu'elles ne soient pas systématiques, oui, mais il y a eu un vote des Français qu'il faut prendre en compte, surtout qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de le prendre en compte. Pour lui, il est élu avec un projet clair, avec une majorité de Français, même s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il va falloir lui rappeler que non. Et pas non plus au Sénat. Et pas non plus au Sénat. Donc c'est le rôle des oppositions de faire ça. Alors les motions de censure rarement aboutissent, mais ça permet de montrer qu'il y a un mur, il y a quelque chose contre lequel il va falloir se frotter, jouer, et puis ne pas faire des lois par décret du 49.3 et passer outre la volonté des Français qui ont élu cette Assemblée volontairement pour ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est important et il faut le retenir. Éric Revel. Oui, moi je pense quand même qu'il y a un mouvement, enfin il y a une stratégie politique qui est assez claire de la NUPES, au-delà du fait que le RN, en ne s'associant pas à cette motion de censure, se responsabilise, se normalise un peu plus. La NUPES veut montrer sa cohésion et sa cohérence. D'abord sa cohésion parce que vous avez vu que l'ensemble des partis politiques qui composent la NUPES, PC, Verts, PS et évidemment la France Insoumise voteront cette motion de censure. Bon, c'est une façon de montrer que la NUPES est toujours groupée et ensemble. Et puis, c'est aussi en cohérence, puisque la NUPES a beaucoup reproché, même si c'est une traduction et pas une obligation, ce vote de confiance qui n'aura pas lieu. C'est une façon de substituer le vote de confiance à un vote de censure. Mais personne, évidemment, ne se fait d'illusions. Il y a 133 députés de la NUPES, il faut 289 députés pour renverser un gouvernement. Évidemment que les 289 votes ne seront pas atteints. Mais voilà, il y a cohésion du côté de la NUPES et cohérence par rapport à sa critique du fait que Elisabeth Borne a évité le vote de confiance. Et je vous rappelle que Édouard Philippe, qui fait partie de la majorité présidentielle, considérait que le vote de confiance, c'était plutôt un baptême du feu qu'il fallait qu'Elisabeth Borne affrontât. Bon, elle a refusé. La NUPES lui colle une motion de censure. Bon, ça va faire de l'animation, mais ça va pas changer grand-chose sur le fond. Je le répète, le véritable crash test politique, c'est la loi sur le pouvoir d'achat.
Eh ben, on va revenir sur cette loi du pouvoir d'achat dans quelques instants. 0826 300 300 avec Alexis Poulain, Éric Revel et Philippe Bilger, bien entendu. Si vous avez envie de commenter cette information, on vous attend au standard. Il est 9h16. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 9h18, la suite des grands débats. Éric Revel, Philippe Bilger, Alexis Poulain vous appelle au 0826 300 300 avec cette grève générale beaucoup sur le territoire français de la SNCF, des fortes perturbations pour ses départs en vacances. On parle de revalorisation de salaire et de pouvoir d'achat, Philippe David. Et justement, Philippe Bilger, Éric Revel, que vous avez qualifié à juste titre d'excellent, a dit que l'écueil, c'était la loi pouvoir d'achat. Grève à la SNCF aujourd'hui en grande partie pour le pouvoir d'achat. Est-ce que le gouvernement joue sa survie sur ce thème, le pouvoir d'achat, avec l'inflation qui repart à la hausse ? C'est un thème qui a trouvé déjà toute son importance lors de la campagne présidentielle, puisqu'il a succédé très intensément au premier discours qui était projeté par Éric Zemmour. Là, il est clair, et là, sans doute, m'étais-je trompé, j'imaginais que le pluralisme qui était proche quasiment d'une représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale allait apaiser les tensions sociales, que d'une certaine manière, les orages du pays se retrouveraient au sein de l'Assemblée nationale. Mais c'est le contraire, et d'ailleurs Dominique Régnier à l'époque l'avait très justement noté. Il soutenait qu'en réalité les tensions sociales allaient continuer de plus belle malgré une assemblée qui correspondait un peu davantage au pays réel. Eh bien je crois en effet que ça va être un test considérable, que c'est ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, avec tout de même une gêne pour les oppositions, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans l'info, je crois, on ne peut pas dire que, aussi imparfait qu'il soit, que le projet soit scandaleux. Il est difficile pour les oppositions de ne pas estimer qu'il a au moins une part relativement importante qui mériterait l'assentiment. Alexis Poulain. C'est exactement ça. C'est comment jouer et est-ce que Emmanuel Macron peut arriver à faire du parlementarisme, parce que il a pendant 5 ans enjambé le Parlement comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Or aujourd'hui, l'Assemblée nationale existe avec des oppositions construites, structurées, et le débat va avoir lieu. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça évitera d'avoir un débat dans la rue, ou peut-être en fonction de la qualité des oppositions, mais au moins il y a là quelque chose qui équilibre une 5e République très déséquilibrée, puisque c'est un régime extrêmement présidentiel qui a été ultra présidentialisé par Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vote de confiance, puisque le Premier ministre, dans la 5e, tient sa légitimité du président, et pas de l'élection ou de la couleur de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas en Grande-Bretagne ou ailleurs. Sauf en cas de cohabitation. Sauf en cas de cohabitation, mais... Voilà, là on est clairement dans une volonté de réaffirmer le pouvoir présidentiel sur le pouvoir législatif, donc l'exécutif qui prime dans la 5e. Éric Revel. Bon, alors sur la loi de pouvoir d'achat 1, bon, il faut, je redonne les grandes dates, hein. Il est discuté, il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et il sera discuté à l'Assemblée nationale à partir du 18 juillet prochain, bon, en fonction des amendements, etc. Peut-être que vers la fin du mois de juillet, alors que le temps presse, hein, parce que les Français ont besoin de pouvoir d'achat, ce texte de loi sera voté. Mais 2 choses. La première, c'est que on assiste quand même à quelque chose non pas d'unique, mais sur lequel il faut s'arrêter 10 secondes. C'est-à-dire que nous avons affaire à des mouvements sociaux puissants en ce moment en France. Vous parliez de la SNCF, notamment dans les transports. Or, généralement, la cristallisation sociale se fait plutôt à la rentrée. Donc là, ça démarre extrêmement tôt, avec évidemment une gêne maximum pour les usagers et les clients de la SNCF, puisque nous sommes en plein départ en vacances. Mais je voulais souligner cette originalité, entre guillemets, d'un mouvement social qui démarre dès les grandes vacances et qui peut donc, effectivement, comme Philippe Bilger citait Dominique Régnier tout à l'heure, s'amplifier avec la rentrée. Mais il y a aussi un aspect politique, c'est que ça peut constituer, comme j'essayais de le souligner tout à l'heure, une sorte de piège politique pour les oppositions. Parce que dans ce projet de loi, ok, il n'y a pas les 1500 € de SMIC réclamés par la NUPES, il n'y a pas la baisse de la TVA réclamée sur l'énergie réclamée par le Rassemblement national, mais il y a quand même
des augmentations de minima sociaux, des augmentations de retraite, un dégel conjoncturel du point d'indice des fonctionnaires. Il y a le chèque énergie. Alors certains considéreront que c'est pas assez, mais comme le soulignait Philippe Bilger, c'est pas non plus négligeable. Donc il y a un piège quand même pour les oppositions politiques, c'est-à-dire à ne pas voter une loi sur le pouvoir d'achat dont les Français ont besoin au prétexte que leurs mesures phares n'y seraient pas, mais en même temps priver les Français d'un surcroît de pouvoir d'achat qui est contenu quand même dans le projet de loi qui est mis sur la table par le gouvernement de Madame Borne. Donc il y a l'aspect économique financier déterminant pour les Français, d'où le démarrage de ces mouvements de grève, et puis il y a l'aspect politique. Est-ce que c'est un piège pour les oppositions à voter ou à ne pas voter ce projet de loi sur le pouvoir d'achat? Avec une réaction au standard avec Raphaël qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je suis un peu stupéfait de voir qu'on est obligé de faire aujourd'hui une loi pour avoir du pouvoir d'achat. Ne serait-il pas plus possible de pouvoir vivre, comme je l'ai entendu ces derniers jours, de notre salaire sans être obligé d'avoir des aides de minima sociaux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va continuer encore à être des assistés pendant des lustres et des lustres parce que justement, en fait, on nous oblige à être restreints dans tout ce qu'on doit faire dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sortent plus, ne vont plus au cinéma, ne vont pas dans les bars même s'ils sont ouverts. Ne partent plus en vacances. Et ne partent plus en vacances. Moi, aujourd'hui, je ne pars pas en vacances. Je ne peux pas. J'ai un salaire qui ne me permettra pas de partir en vacances. J'ai écouté ce matin deux, trois personnes qui expliquaient sur des radios différentes, plus ou moins, leur débat de vacances. C'est 500 € de carburant pour partir en vacances. Mais on va où? Alors, au lieu de donner des petites pièces et des petites miettes au peuple, on arrête ces lois qui servent absolument à rien. On augmente le pouvoir d'achat, on augmente les salaires, mais surtout, ce qu'il faut, c'est arrêter les aides. Parce que les aides vont, à la fin, nous coûter. On va finir comme la Grèce. On va se retrouver ou en récession, et on n'en est pas très loin, d'après ce qu'a dit Monsieur le maire il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va se retrouver également en faillite si ça continue. Ah mais donc, vrai. à un moment donné, c'est plus possible. C'est plus possible de donner de l'argent un peu par-ci, de l'argent un peu par-là. Moi, je veux vivre avec mon salaire. Je ne veux pas me retrouver à demander le chèque énergie, le chèque ceci. Je l'ai reçu, moi, le chèque énergie. Il est parti directement à la poubelle. Je veux, moi, de toute façon, arriver à m'en sortir avec mon salaire. Raphaël, on va faire réagir nos éditorialistes. Restez avec nous. Philippe Bilger, vous entendez le cri du cœur de Raphaël qui dit « Je peux plus partir en vacances avec mon salaire ». Dans une économie qui fonctionnerait bien, il est évident qu'il a totalement raison. Il y a quelque chose de totalement dépendant dans cette manière de saupoudrer en permanence des destins et des vies sociales qui ne peuvent plus vivre dans les conditions actuelles. Mais est-ce que le gouvernement, mais là c'est... pardon de le dire, c'est l'ignorant en économie qui suggère cette piste. Est-ce que le gouvernement a d'autres possibilités que celles qu'il met en œuvre, qui consistent à offrir des piécettes en permanence pour permettre à des gens de vivre le moins mal possible? Je ne sais pas. La solution qu'évoque notre ami, est-ce qu'elle serait techniquement et économiquement possible? Je n'en sais rien. On va faire réagir nos deux autres éditorialistes, Alexis Poulain. Rappelez-vous les gilets jaunes, hein, c'était une des revendications, vivre décemment avec un salaire, la fin de mois trop difficile, et on n'était pas dans un contexte d'inflation galopante où le prix de l'énergie était là où il est aujourd'hui. Donc depuis les gilets jaunes, tout n'a fait que s'envenimer, devenir pire. 5 ans d'Emmanuel Macron de gestion de ce pays nous ont amenés à la ruine. Il y a eu bien sûr la crise sanitaire qui est passée par là, mais les politiques aussi des banques centrales qui ont créé de l'argent magique, et on est aujourd'hui devant une situation irrésoluble où finalement l'inflation qui crée cette spirale, un prix salaire, si vous augmentez les salaires alors les prix augmentent et on n'en sort pas. Sauf que qu'est-ce qu'on propose aux travailleurs? De travailler et de se paupériser toujours davantage. Bruno Le Maire vient de refuser de baisser de 50% les promos particulières pour les prix à l'alimentation. Donc ça va être encore la politique du petit chèque, politique court-termiste pour éviter une crise sociale. Mais on ne fera pas l'économie de cette crise sociale. Vu l'état des finances, vu l'état de l'économie mondiale
social et vu la difficulté qu'ont les Français à survivre avec un salaire, ça peut pas fonctionner. Éric Revel, vous avez entendu Raphaël qui nous appelle de l'Hérault, il parle de la Grèce. Bruno Le Maire a parlé d'alerte sur la dette publique. La France pourrait-elle finir comme la Grèce, à votre avis ? Bon, c'est pas du tout la même puissance économique, évidemment. Et puis d'ailleurs, à sauver l'économie grecque et l'économie française, c'est pas la même chose. Donc, ce serait beaucoup plus compliqué à faire et ça aurait un impact évidemment sur la stabilité de la zone euro. Mais juste un mot sur ce que disait Philippe Bilger. En réalité, il faut aussi ne pas céder à la démagogie, c'est-à-dire que l'État ne peut augmenter les salaires que des fonctions publiques. Elle n'a la main que là-dessus, ou augmenter le SMIC. Mais pour le reste, qui augmente les salaires ? Sont les entreprises. C'est pas une décision d'État. L'État ne peut augmenter que le salaire qu'elle administre, le salaire de ses fonctionnaires, ou augmenter le SMIC, le salaire minimum, le taux horaire du salaire minimum. Mais pour le reste, c'est pas l'État qui peut augmenter les salaires de l'entreprise. C'est une décision des entrepreneurs ou des patrons, avec le risque qu'on disait tout à l'heure, qu'Alexis soulignait, c'est-à-dire que cette espèce de spirale. Encore une fois, je n'écarte pas l'idée qu'il faut augmenter les salaires. Il y a un problème de pouvoir d'achat énorme en France, mais on peut mettre en place une spirale qui serait terrifiante, c'est-à-dire que l'augmentation des salaires augmente les coûts de production, donc augmente les prix des produits, et vous augmentez l'inflation et vous avez une course effrénée entre augmentation des salaires et augmentation des prix. Et on n'en sort pas. Vous savez, Raymond Barre disait, l'inflation c'est comme le dentifrice, quand on appuie sur le tube, la pâte sort, mais ensuite pour la faire rentrer, c'est bien plus compliqué. Alors je connais aussi l'argument qui est central et qui est juste, c'est que pour le patronat, c'est jamais le bon moment pour augmenter les salaires. Ouais. C'est vrai. Et pourtant, cette décision-là, elle incombe pas à l'État. Elle incombe à la sphère privée. Ce sont les patrons de PME, de TPE, quand ils en ont les moyens, d'ailleurs, avec leur trésorerie, qui décident d'augmenter les salaires. C'est pas l'État qui augmente les salaires des entreprises privées. Merci beaucoup Éric Revel, Alexis Poulain et Philippe Bilger. Merci beaucoup à Raphaël. Vous avez retenu la métaphore du dentifrice, ma chère Cécile. Quand on a fait sortir le dentifrice du tube, on peut pas le faire rentrer. Moi, je trouve l'image excellente. Absolument, essayez pour voir, on verra si c'est possible. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Bilger. Merci Alexis Poulain et merci beaucoup Éric Revel, et merci pour vos appels au 0826 303.